Chibagasin, no! Get that Gabagay! 112, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonsoir à tous, ou bon matin comme on dit au Québec pour ceux qui sont en France. Bienvenue pour cette édition spéciale de Dino Talk. Édition spéciale parce qu'avec moi aujourd'hui à Toronto, j'ai toute la bande de Raptors France et de Raptors Belgique avec moi. On va faire un petit retour sur la rencontre entre les Raptors et les Pacers qui a eu lieu ce soir, où tout le monde y était bien sûr. Pour commencer, je vais faire un petit peu le tour de la table avec moi. Avec moi, on a Victor. Salut Victor. Salut. On a Étienne. Salut Étienne. Salut à tous. On a Max. Salut Max pour les habitués. Salut Mike, il y a Nathan avec nous aussi. Salut. Et Ronan. Salut. Et Dorian. Salut tout le monde. Comme d'habitude, on va faire le tour des nouveaux et leur demander un peu depuis quand ils suivent les Raptors rapidement et pourquoi les Raptors. Alors moi ça a commencé, je me souviens le premier match des Raptors que j'ai regardé en direct, c'était la série je crois en 2014 contre Washington, la série de playoffs où Paul Pierce nous assassine, incroyable. Et pourquoi les Raptors Bon, je pense que comme pas mal de gens, j'ai commencé avec des compiles de basket, compiles de dunk, Vince Carter. Je suis tombé amoureux du maillot, je suis tombé amoureux du style de jeu du mec, j'ai regardé, j'y connaissais vraiment rien en NBA, j'ai regardé un peu qui c'était les Raptors et puis vraiment la paire, le bac courte, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, je suis tombé amoureux et puis j'ai jamais lâché et donc voilà. Puis il y a aussi le côté un peu underdog que j'aime bien, seule équipe du Canada, non, franchement j'ai vachement accroché et aujourd'hui je suis là à Toronto avec toute l'équipe, un réel plaisir. Merci, et toi Ronan? Globalement, en 2015, moi je suis tombé sur un match des Raptors et j'ai adoré DeMar DeRozan. J'ai adoré le style, j'ai adoré son jeu et ça fait adhérer à la franchise parce que c'était le joueur moteur avec Kyle. Et voilà, je suis tombé amoureux en fait, un coup de foudre avec DeMar finalement. Et ouais, comme il l'a dit Nathan, il y a vraiment ce côté underdog, le Canada un peu contre tous les États-Unis et c'est assez agréable. Parfait, et quant à toi? Alors moi je suis pas fan des Raptors, voilà, je suis pas fan, je le dirais, je suis fan des Spurs et je suis ici parce que j'aime la NBA, j'aime voir du basket, je me déplace et c'est un peu par hasard que je suis tombé sur la bande de Raptors France et Raptors Belgique et voilà, je partage la semaine avec eux pour suivre les matchs des Toronto Raptors. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on va tout de suite démarrer. Aujourd'hui, pas de carton, on va pas faire comme d'habitude, on va juste faire un retour sur la rencontre de ce soir. 127-81, ça s'appelle un blowout comme on dit. Que dire ce soir? Qui veut commencer? Qu'est-ce que vous retenez de la rencontre? Match historique, 46 points d'avance. C'est jamais arrivé dans l'histoire des Raptors, donc on le retiendra. Pour ceux qui ont fait leur premier match, je pense qu'ils s'en servi. Un match historique avec les Raptors devant du début jusqu'à la fin. Ouais. Moi, je vais retenir personnellement le début de match, parce que de toute façon, il n'y a pas eu tellement de fin de match pour les titulaires, mais le début de match de Serge Ibaka, qui, je pense, a parfaitement mis les Raptors sur les rails, avec une présence offensive quasi parfaite, mais surtout défensive. Il y a eu beaucoup de lay-up contestés, ratés pour les Pacers, et je pense que la présence d'Ibaka dans la raquette n'était pas anodine. Et oui, des lay-ups, des petits hooks, des 3 points qui rentrent. Le début de match d'Ibaka était parfait pour les Raptors et pour lui. Oui, clairement, et Ibaka qui démarre le match avec les 7 premiers points. Et comme dans la ronde face à Phoenix, c'est Ibaka et Siakam qui prennent le jeu offensif de l'équipe sur leurs épaules. Et ensuite, toute l'équipe s'y est mise vraiment ce soir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à 10 points ou plus. Et en plus, Van Vliet qui est à 8 points, et Chris Boucher qui est à 9 points. Donc on aurait pu avoir 8 joueurs à 10 points, plus de 10 points. Une performance collective parfaite. Qu'est-ce que tu en as pensé, Victor? Non, je voulais revenir sur le côté très collectif du match. On a vu un petit peu tout le monde jouer. On s'était fait la remarque, c'était dommage que Paul Watson ne marque pas un point. Ça aurait fait au moins tous les joueurs actifs avec au moins un petit point de marqué. Mais sinon, on a vu une belle performance. Très agréable de voir à la fin un peu l'équipe Z avec du Matt Thomas, avec
du Brissett avec Milner et tout se donner un petit peu de temps de jeu et puis surtout jouer face à quand même, je pense que des fois il jouait face à Sabonis etc, donc c'était intéressant de voir quand même face à des gros joueurs on va dire notre fond de banc. Après c'est toujours intéressant de voir comment ils peuvent évoluer sous pression, enfin là la pression était moindre mais évoluer dans un certain contexte, surtout quand les playoffs arrivent ou s'il y a une cascade de blessures, ça peut toujours aider d'avoir des mecs qui sont prêts et qui ont déjà joué à un certain niveau. Donc voilà, c'était je pense un match qu'on a géré à 100% et tant mieux, surtout avec l'arrivée bientôt des Bucks à Toronto, il vaut mieux être prêt. Et à souligner le gros match de Kyle Lowry, mais on n'a pas forcément senti qu'il avait une grande emprise sur le match, on va dire, mais finalement il nous sort un 16 points, 7 rebonds, 11 passes, 5 interceptions dont une de fou, il va l'arracher dans les mains de je sais plus qui c'est d'ailleurs. C'est un big man, je crois. Il lui arrache dans les mains complètement et après contre-attaque. Et même un contre pour Kyle Lowry. Et encore, je disais à Étienne pendant le match, il est sorti du match assez tôt. On aurait pu faire une Russell Westbrook et lui laisser reprendre ses 3 rebonds en plus et le laisser en triple-double. Donc ouais, il a fait une belle performance. D'ailleurs, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais en début de match, Kyle Lowry sort, première rotation, il sort pour laisser sa place à Terence Davis et il retourne au vestiaire. Ouais. Je sais pas si c'était un problème physique ou autre chose, mais il est revenu juste après. Donc on a eu un petit peu peur avec Maxime en le voyant sortir, mais on était rassurés 2 minutes après. Il n'y a pas eu d'informations là-dessus a priori, mais je pense que c'était rien en effet. Et c'est vrai qu'il faut souligner que les temps de jeu, pour une fois, on a beaucoup parlé du fait que les joueurs majeurs des Raptors jouaient beaucoup. Ce soir, on a OG en 27 minutes, Siakam en 30, ça fait du bien parce qu'on a vu avec la nouvelle rotation de Nick Nurse, il joue tout le premier quart-temps. Je crois qu'il joue une grande partie du troisième aussi. Donc Siakam à 30 minutes, c'est vraiment très bien. Ibaka qui joue que 23 minutes, qui nous fait un 15-15 en 23 minutes. Ça va tranquille. Lowry qui joue 31 et Van Vliet qui joue 25. Du coup, le temps de jeu a été super bien réparti. Ronan, qu'est-ce que tu retiendras toi de ce match ? Moi, je retiens que défensivement, on a su rester solide et globalement, c'est ça qui les contient. Alors, certes, ils ne sont pas en réussite. Je crois qu'au bout de 6 minutes dans le premier carton, ils doivent être à 3 sur 21. Donc, il y a de la malchance. Ils sont vraiment pas dedans. Mais globalement, notre défense, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'on arrive à dicter le tempo tout le temps. On les plie à notre rythme. Et finalement, c'est la clé principale. Vu le blowout que ça a été dès le début, la dynamique du match est restée comme ça et c'était une victoire assurée, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut souligner que dans ce match, comme on en parlait juste avant de démarrer ce podcast avec Étienne, 0 changement de lead. Donc les Raptors ont mené du début jusqu'à la fin. Biggest lead 49. Il y a juste eu un passage difficile au retour des vestiaires où les Pacers ont mis 3-4 paniers d'affilée. Mais ça s'est vite stoppé puisqu'au final on remporte quand même ils remportent le carton de 1 point, donc c'était pas dangereux. Du coup, tous les points ont été évoqués, mais je pense qu'on peut aussi souligner le coup de chaud de Matt Thomas dans le dernier quart qui finit le match quand même à 5 sur 7 à 3 points. Alors, on sait que c'est un joueur qui a été recruté pour justement ses compétences au shoot extérieur qui sont vraiment exceptionnelles, mais vraiment sur ce dernier quart, il n'y avait rien qui pouvait le stopper. Les Pacers avaient plié bagage et avaient abandonné depuis bien longtemps déjà, mais on avait, comme Étienne le disait tout à l'heure, il y avait encore des grosses stars sur le terrain. Il y avait du Sabonis, il y avait du Holiday, donc ça jouait. Il y avait quand même il y avait du monde en face et Matt Thomas est sur un nuage. Et il avait déjà eu il avait fait un petit passage dans le deuxième quart, comme Nick Nurse aime bien faire, et c'était déjà sympathique, mais vraiment il a emmené toute la salle avec des belles phases de jeu et c'était vraiment sympathique. Ça a permis de réveiller la Scotiabank Arena sur ce dernier quart pour un match qui était plié depuis très longtemps déjà, et un beau souvenir pour ce jeune joueur et qui là, je viens de regarder, se retrouve en top tweet sur la région du Canada, donc ça prouve aussi l'impact qu'il a eu sur ce match, sur ce quatrième quart, et puis l'affection que le public des Raptors lui porte, quoi. Et si je dis pas de bêtises, on discutait de ça aussi avec Étienne, il a failli battre son carrière high, puisque on pense que c'est à 15, donc il est juste en dessous, quoi. Il est à 17. Il est à 17. Ah ben il l'a battu alors. Il l'a battu, il me semble. Voilà. Ouais. Et je voulais également revenir un petit peu sur
sur l'impact de Chris Boucher qui répond présent à chaque fois qu'il met un pied sur le terrain. C'est terrible. Et en fait, ce qui est dingue, et ce qui est d'ailleurs très bon signe pour les Raptors, c'est de se dire que ce joueur-là n'a que très peu de minutes si les deux pivots sont présents. Parce que je pense que Chris Boucher a une place et potentiellement de titulaire dans beaucoup d'équipes NBA. Et on voit là, en à peine 17 minutes, il tourne en 9 points, 11 rebonds, 2 passes décisives et surtout 4 blocs. Je crois que les 4 sont sur Sabonis, c'est terrible. Il a empêché tout début de révolte potentielle du côté Pacers. Et voilà, c'était plutôt. Voilà, c'était pas un petit hommage parce que c'est pas vraiment un hommage, mais l'impact de Chris Boucher général, pas que sur ce match-là, est souvent sous-estimé. Et je trouve dommage que Nick Nurse puisse pas lui donner plus de minutes que ça en présence des deux pivots habituels. Je partage tout à fait ton avis puisque c'était mon premier coup de gueule lors du tout premier podcast où j'avais souligné le fait que Chris Boucher ne jouait plus avec le retour de Marc Gasol et que c'était vraiment dommage, surtout qu'en début de saison, il avait aligné au poste 4 avec un pivot et sa mobilité, on voyait que ça apportait vraiment beaucoup sur les défenses de zone, sur les close-out à 3 points. C'est vraiment un joueur qui est très intéressant à ce niveau-là, au-delà de son apport en plus au rebond et en attaque où ils ont vraiment, je trouve, par rapport à la saison dernière où on se demandait un peu comment utiliser Chris Boucher, cette année, il est utilisé beaucoup sur pick and roll, sur le joueur qui roll justement, et il est vachement bien trouvé par ses coéquipiers dans ce style de jeu. Et en plus du fait qu'il arrive à mettre quelques paniers à 3 points de temps en temps, s'il ne roule pas, il fait le pop derrière la ligne à 3 points, donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai, on va voir s'il va... Ça va être intéressant de voir avec le retour de Gasol comment Nurse va gérer sa rotation, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très fan de la dernière rotation que Nurse a sortie sur les 2 derniers matchs, où il associe à chaque fois Boucher et Rondae Hollis-Jefferson qui sont très complémentaires. L'un est grand et rapide et l'autre est plus petit mais beaucoup plus physique. D'ailleurs, vous allez l'entendre tout à l'heure, j'ai posé la question sur Boucher, sur leur duo après le match. On vous diffusera le son juste à la fin de ce podcast. Et ils sont vraiment très complémentaires. Et ce qui fait en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ajoute à chaque fois soit Siakam, soit Anunoby au duo. Ce qui fait que tu as un poste 3 très physique à côté pour compenser à la fois le manque de puissance de Boucher et le manque de taille d'Hollis-Jefferson. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. Et Anunoby, il a vraiment brillé dans ce rôle-là quand il devait défendre sur le pivot adverse à chaque fois. Il a été très bon ce soir. Il a vraiment posé de gros problèmes. D'ailleurs, Miles Turner, il fait un match... mais ça fait 3 fois de suite contre les Raptors où il est inexistant. Le seul match où il a été bon, c'est le tout premier, parce qu'il était en mode Dirk Nowitzki, marqué à 3 points dans tous les sens. Mais sur les 3 derniers, moi, je me pose des questions sur Miles Turner. Est-ce que cette équipe, après on peut parler un peu des Pacers, mais est-ce que cette équipe, elle doit garder Miles Turner et Sabonis tous les deux titulaires dans le 5, ou s'ils doivent passer à un 5 avec un 4 fuyant comme il y a maintenant, parce que Miles Turner, il met rien de loin. Franchement, je ne sais pas si dans les autres matchs, il en met plus que ça, mais moi, sur les 3 rencontres que j'ai vues face aux Raptors, c'est... Après, je pense qu'il y a une crise de confiance aux Pacers. Ça fait quand même sur les 10 derniers matchs, je ne suis pas sûr qu'ils en aient gagné 3. Hein, donc, après, le retour de Ladipo a joué aussi sur... parce qu'ils étaient en bonne forme avec Brogdon à la baguette et à la création, Sabonis qui faisait des chantiers à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des pourcentages au shoot vraiment plus que corrects. Et le retour de Ladipo a chamboulé un peu leur rotation. Mais en même temps, on peut pas exclure Oladipo, un joueur comme Victor Oladipo, de leur rotation. Et c'est normal qu'après 1 an d'absence, ils aient du mal à trouver une rotation qui satisfasse tout le monde et que Oladipo retrouve son rythme, quoi. Mais c'est à la limite, je parle pour les Pacers, et je suis pas fan des Pacers, hein, mais en tant que fan des Pacers, je serais plus satisfait de voir que cette adaptation se fait maintenant en sortie de All-Star Break, plutôt que ce soit une adaptation et des changements qui viennent plus tard dans l'année, surtout qu'on sait que Indiana a des attentes pour les playoffs, quoi. Donc de toute façon, il va falloir réintégrer Oladipo dans le 5, il va falloir réintégrer Oladipo dans le collectif. Donc autant que ça se fasse maintenant. Alors oui, ce soir c'est un blowout, mais les autres matchs face aux Raptors, une équipe forte comme les Raptors, ils n'ont pas été non plus ridicules. Donc c'est des choses qu'il faut souligner. Un blowout, ça arrive. Là, comme on disait,
Ibaka était dans son match du début à la fin, il a mené les Raptors ont rien lâché en défense, ils étaient vraiment hyper concentrés. Donc ça arrive, surtout c'est une équipe des Raptors en forme comme cela, mais c'est des choses qui sont nécessaires pour les Pacers s'ils veulent être redoutables et compétitifs en playoff au mois d'avril, quoi. Après, je voulais revenir aussi sur Miles Turner. Effectivement, l'association Sabonis-Turner a du mal à fonctionner, mais je pense pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'aspect défensif de Sabonis, il est très questionable, comme on dit en anglais. Si ce n'est, je dis questionable pour pas dire mauvais, hein. Mais je pense surtout que les problèmes que Miles Turner peut avoir dans cette équipe, et plutôt le rôle que Miles Turner peut avoir dans cette équipe, vient du plus gros problème des Pacers pour moi, qui s'appelle Nate McMillan. Je pense que c'est absolument pas un coach qui convient à cette équipe. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas un bon coach tout court en NBA. Puisque le roster des Pacers est très bon. Enfin, je trouve que c'est un très bon roster dans une conférence Est qui a un peu de mal en ce moment, même si la hauteur de la conférence est très bon. Mais voilà, Nate McMillan n'a jamais su donner un rôle convenable à Miles Turner qui j'en reste persuadé, est un très bon joueur. C'est un défenseur très bon, qui rentre ses shoots, qui a pas mal de nouveaux postes. Et malheureusement, Sabonis attire un petit peu la lumière parce que de toute façon, on est dans une NBA qui met en lumière les joueurs qui marquent beaucoup de points. Ce qui effectivement n'est pas le cas de Miles Turner, mais je pense que ça vient aussi d'un système qui n'est pas fait pour lui. Et donc voilà, je pense que les fans des Pacers qui apprécient Miles Turner devraient vraiment profiter des prochains mois, parce qu'il est très probable que ce soit les derniers de Turner dans l'Indiana, je pense. Très bien. Moi, j'ai l'impression quand même, après, je sais plus, ça fait combien de saisons qu'il est en NBA, mais j'ai l'impression que c'est toujours ce joueur dont on espère. Chaque saison, on dit ça y est, il va exploser, ça va être sa saison. Et chaque saison, il déçoit. Après, si je dis pas de bêtises, Sabonis, il n'était pas titulaire au début de l'année. Je crois qu'il a vraiment pris de l'ampleur au fur et à mesure de la saison jusqu'à devenir All-Star. Ouais, c'est ça. L'an passé, il n'était pas titulaire, mais je crois qu'il a commencé la saison. Il a commencé. Il me semble. Hein. Je suis pas fan. Enfin, je suis pas spécialiste des Pacers, mais je crois qu'il a commencé titulaire et que parce qu'en fait, en fin de saison dernière, si je me rappelle bien, Sabonis a vraiment montré de quoi il était capable d'un point de vue offensif, et que du coup, ça lui a donné une place de titulaire dès le début de saison. Mais je pense que les fans des Pacers pourront nous indiquer. Mais de toute façon, il y a un souci, c'est qui est le vrai leader de ces Pacers. Parce qu'on a bien vu que... Oui, mais Oladipo, il est blessé. Donc là, il faut trouver quelqu'un qui prenne la main. Et là, le problème, c'est que Brogdon, il vient juste d'arriver. Donc est-ce que lui, on peut légitimement lui dire, voilà, il faut que tu prennes l'équipe en main, etc. Turner, Sabonis, ils prennent de la place. En fait, je pense qu'ils essaient tous d'avoir un petit peu de responsabilité. Et qu'en fait, je pense que c'est le moment où il faut que quelqu'un prenne un petit peu le pouvoir. Alors Oladipo va revenir, donc ça va sûrement être à lui de le faire. Mais la question, c'est que qui doit le faire en son absence? Je reprends toujours l'exemple de l'année dernière avec Kawhi et Laurie, où on en avait un qui montrait par le jeu et l'autre qui montait par la voix. Et que s'il en manquait un des deux, on savait très bien qu'il y en avait au moins un leader qui montrait une certaine façon de faire. Donc voilà, après je pense que on pourra de toute façon en débattre beaucoup, hein, comme sur plein d'équipes, hein, mais je pense que les Pacers, voilà, c'est plein de petits défauts qui font qu'à la fin, ça cause beaucoup de problèmes, et que du coup, on ne peut pas forcément en tirer le meilleur de ce roster, malgré le fait qu'il reste encore assez compétitif dans la conférence Est. Après, oui, effectivement, le problème principal, c'est peut-être le coach, mais bon, après je pense qu'il y a d'autres soucis, mais bon, c'est peut-être pas l'objectif d'en débattre en long et en large. Oui, on va revenir sur les Raptors. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur cette rencontre, ou est-ce qu'on passe à une petite preview du match face aux Bucks? Déjà, je voudrais aussi souligner la performance quand même de Rondé, qu'on n'a pas trop souligné aujourd'hui, mais il a mis quand même 12 points en 20 minutes, et physiquement, il était bon. Hein. J'ai même comparé un moment avec Étienne à Kawhi par sa coiffure et par son jeu. Aujourd'hui, c'était... Allez, je suis pas le premier à souligner ses performances en général, mais là, aujourd'hui, je le fais. Ouais, il faut souligner aussi son rôle important sur les attaques de zone, car ce soir, il a été très bon à la passe. Il fait 3 passes.
Et vraiment, on lui découvre des qualités de créateur que je pense qu'à son arrivée, personne n'imaginait. Et à 5 sur 7 au tir. Donc... Oui, il fait vraiment un très bon match. Et l'utilisation d'Oji aussi au niveau de la zone est pas mal. C'est plutôt inattendu d'ailleurs, parce que c'est pas forcément le passeur qu'on pourrait attendre dans ce rôle-là. Mais qu'est-ce que t'en... En tant que... Alors, je vais être sûrement très peu objectif parce que je suis un grand fan de Oji, mais c'est un joueur qui, alors on le connaît, a des qualités défensives incroyables. Il est fou, que ce soit en extérieur, en intérieur, en zone, sur l'homme. Il est vraiment incroyable. Mais alors j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais c'est important de le rappeler. L'année de Oji passée auprès de Kawhi lui a été hyper bénéfique. En attaque, ça se voit énormément. Il est plus créatif dans son jeu en attaque, mais surtout dans tout ce qui est fluidifier le jeu en attaque. Et on sait à quel point Nick Nurse aime bien avoir un jeu d'attaque fluide avec beaucoup de passes. C'est la nouvelle identité des Raptors, quoi. Depuis que Nick Nurse est à la baguette, c'est leur identité. Et Oji est un joueur qui en plus a un joueur qui a un jeu qui ressemble vraiment à son caractère dans la vraie vie, c'est-à-dire très réservé, très timide, qui veut pas déranger, mais qui veut vraiment mettre les autres en valeur. Et c'est vraiment très plaisant de le regarder jouer, parce que il a des fondamentaux, que ce soit offensif, défensif, incroyables, et très satisfait de voir que Nick Nurse l'utilise beaucoup en attaque et en défense. C'est toujours un réel plaisir de le regarder. Donc Oji Anunoby, c'était déjà une bonne surprise il y a 2 ans, mais plus les jours passent, plus j'ai de l'affection pour ce joueur, et plus il prend de l'importance dans cette équipe des Raptors. Alors je pense pas que ce soit un futur grand, parce que comme disait Étienne, on juge énormément les joueurs à leur capacité à scorer, et c'est pas un joueur qui a une vocation à scorer, mais c'est vraiment un réel atout pour cette équipe. Et on voit la différence quand il est dans un match, dans son match, et quand il est pas là, ou quand tout simplement il passe un peu à côté, parce que comme tu disais tout à l'heure, hein, à l'intérieur, c'est lui qui muselle les intérieurs adverses, quoi. Et pour autant, je me souviens, on s'est fait la remarque, c'était hier, on a vu une photo du compte Twitter des Raptors où on voit vraiment Oji en train de dunker, on voit sa musculature, mais ses bras, c'est Hulk, le garçon, quoi. Il est vraiment tanké, et c'est un énorme atout, et il prend vraiment de plus en plus de place, un réel plaisir, bonheur pour les yeux et pour le cœur. Après, oui, tout à fait. Et surtout que Oji, ce que je disais la dernière fois déjà, c'est que c'est un joueur, son jeu offensif, il est encore dépendant des autres. Mais quand il est servi bien, correctement, quand il fait les bons cuts, quand il se retrouve sous le panier, tu sais que c'est panier. Il est tellement puissant que... Et ce soir, la relation avec Hollis Jefferson était excellente. Je crois qu'ils ont... À un moment, c'est sur 3 actions de suite, c'est un coup l'un qui donne la balle à l'autre. Et on a vu beaucoup de passes va. Ce soir, franchement, c'était vraiment... Le jeu était vraiment très plaisant. Comme tu dis, c'est tout à fait à la Nick Nurse. Nick Nurse basketball. Maintenant qu'on n'a plus Kawhi pour faire des ISO à outrance, le jeu devient plus collectif. Mais comme dit Étienne, comme à l'habitude de dire Étienne, on verra en playoff ce que ça va donner quand les défenses sont resserrées et qu'on aura besoin de ce gars qui va aller nous marquer les paniers quand la défense sera serrée. Et que je pense pas qu'on va partir dans ce débat aujourd'hui, on va garder ce débat pour plus tard. On va passer au match des Bucks, si vous le voulez bien. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce match maintenant? On arrive en pleine confiance. Toi. Moi j'ai dit qu'on allait perdre, mais on connaît la stratégie. C'est pour éventuellement viser une victoire. Après on verra, parce que je pense qu'il y a des sceptiques autour de la table. Mais c'est un match difficile quand même. Donc que le meilleur gagne. Sceptique, non. On peut ne rien attendre de ce match et se dire voilà, on a joué les Pacers, on a pu reposer les titulaires. On n'est pas favori, c'est une certitude, mais on va arriver comme on l'a toujours fait, underdog, et puis on verra bien ce qui arrivera. Si on prend une raclée, bon, c'est tout, on le savait, on n'attendait pas non plus une victoire éclatante. Si on gagne, tant mieux, on aura su jouer notre rôle et puis aller jusqu'au bout, jouer notre coup à fond.
Là, comme je dis, là, les Pacers, on les prend. On est sur 17-1 sur le streak de victoire, là, donc on est sur une grosse dynamique avec des bonnes victoires. On a pu montrer qu'il y avait des gars qui étaient là, etc. Après, je sais pas si on a trop des nouvelles de Powell ou de Gasol, s'ils reviennent avant, je pense pas. Je pense qu'ils reviendront pas. L'absence de Gasol va se sentir. Hein. Et puis comme Boston a perdu en plus hier, on commence à creuser un petit trou avec les poursuivants. Donc là maintenant c'est pas comme si on était... Enfin je pense qu'on va jouer aussi avec cette pression, hein. La pression des concurrents derrière ont lâché du lest, et donc du coup nous on va pouvoir peut-être jouer un peu plus décontracté, à voir. Mais bon après comme on dit, hein, tout est une question aussi de chance parfois. Il suffit qu'on commence à prendre feu à 3 points sur les premiers cartons et puis créer un petit écart et après jouer fort la défense, et puis tout simplement ça se jouera comme ça le match. Mais bon, pas d'attente mais pas non plus... Ce qu'il faudra aussi, c'est commencer avec la même agressivité, la même énergie qu'aujourd'hui. Et il y a aussi un point qui va être, je pense, primordial, c'est qu'il y a... Évidemment, Milwaukee est souvent mis en avant pour Giannis, et c'est légitime d'ailleurs, mais l'impact d'Eric Bledsoe est tellement sous-estimé. Et je pense que parmi les équipes dans cette ligue qui peuvent un peu embêter Bledsoe et sa capacité à dicter un peu le tempo, il y a les Raptors, puisqu'on a un très bon défenseur au poste de meneur et un bon défenseur au poste 2 en Fred VanVleet. Et je pense que la capacité des Raptors à embêter Bledsoe sur les remontées de balles et sur sa capacité à dicter le jeu peut jouer son rôle dans ce match-là. Mais bon, après, ça reste un match premier contre deuxième, et même si effectivement les Bucks sont favoris, les Raptors ont interdiction de prendre un plus 20, un plus 15, plus 20 chez soi, que ce soit contre les Bucks ou contre toute autre équipe, c'est inadmissible. Donc on n'a pas le droit de rentrer sur le terrain en disant on verra ce qui va se passer. On doit rentrer en se disant on est deuxième de cette conférence et on doit montrer qu'on n'est pas si loin que ça des Bucks. Donc défaite probable, mais on doit être en mesure de leur montrer qu'on sera là fin avril, fin mai même, je pense. Ouais, fin mai. Moi je suis pas pessimiste parce que la vue d'ensemble c'est que on arrive dans une forme générale qui est bien plus que correcte, qui est même excellente, si ce n'est au niveau du roster où il va nous manquer quand même Marc Gasol, ça va être même Norman Powell, mais globalement l'absence la plus marquante face aux Bucks ça va être Marc Gasol, mais notre état de confiance est très très bien, enfin il est vraiment propre. Et juste avant, là on tape les Blazers littéralement. Et là je vois pas, à part à faire une mauvaise antenne de match, globalement nos capacités défensives elles sont tellement bonnes. Je vois pas comment. Je m'attends à un match serré personnellement, je m'attends vraiment à un match serré. Et je pense que si on arrive à prendre feu et qu'on arrive avec vraiment l'agressivité appropriée, comme c'était dit juste avant, non, je pense qu'on n'aura pas un match avec des gros écarts. Je pense qu'on peut le faire. C'est pas un match facile, mais clairement, c'est à notre portée. Alors, pour le coup, vraiment, je vais rejoindre Ronan sur le fait que on arrive dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu'il n'y a pas meilleures conditions pour jouer les Bucks actuellement, en prenant en compte bien évidemment les blessés. Les blessés dans notre roster, parce que bien évidemment c'est toujours plus agréable de jouer face aux Bucks avec Norman Powell et Marc Gasol en pleine santé, mais le point et qui va vraiment m'intéresser pendant ce match, c'est les rotations défensives que va proposer Nick Nurse, parce que comme disait Étienne, il y a Eric Bledsoe qui est très sous-estimé dans cette ligue, mais qui est à la baguette d'une équipe qui va à toute allure et qui est mené par Giannis, et ils vont à une vitesse folle, mais Bledsoe est vraiment à la baguette, il distribue, il a un nombre même si ça se voit pas forcément dans les stats, il y a quasiment tous les ballons passent par Bledsoe en attaque, et c'est vraiment le maître du jeu. Et je pense que Kyle Lowry et Fred VanVleet vont être chargés de le museler autant que possible. Va falloir faire attention à Giannis, mais je sais même pas pourquoi je le dis ça, parce que c'est évident. Et donc c'est là qu'on va voir Marc Gasol on va sûrement peut-être sentir l'absence de Marc Gasol. Justement, ça peut être la surprise de Nick Nurse, parce que ça fait déjà 2-3 matchs où on parle d'un retour de Gasol, et peut-être qu'il pourrait sortir
Gasol contre les Bucks. Hein. Ici, il a annoncé déjà en Game Time Decision. Il y a juste Norman Powell qui ne reviendrait normalement pas avant le 28 février. Mais Gasol, il est questionnable hein, déjà, donc pourquoi pas. Ce serait un gros coup de poker parce que sur les dernières infos qu'ils ont données, ils ont vraiment dit qu'ils prenaient beaucoup de précautions avec Marc Gasol et que même que Nick Nurse a dit pour lui, s'il revenait à 8-12 matchs avant les playoffs, c'était suffisant. Donc moi, je pense qu'ils ont vraiment peur qu'ils se reclaquent une nouvelle fois les ischios. Et ça serait une belle surprise. Hein. Peut-être c'est de l'intox et ils le réservent pour les Bucks, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'on ne le reverra pas. Enfin, pas au moins, pas contre les Bucks. J'y crois pas beaucoup. Mais il y a aussi un joueur dont on n'a pas parlé, qu'il va falloir surveiller absolument, c'est Chris Middleton. Ouais. Parce que la saison de Chris Middleton, pourcentage au shoot aberrant. Il est en 50-40-90. Et il est deuxième meilleur joueur d'une équipe qui est fabuleuse. Et si on n'est pas capable de museler Chris Middleton, je pense que c'est terminé. Je pense. Par contre, du coup, on va se concentrer. Enfin, si on retourne un peu sur les Raptors, pour moi, s'il y a un match qu'on doit entourer cette saison, et ça c'est encore plus lié avec le contexte, mais pour Pascal Siakam, pour moi, c'est le match de sa saison. Parce qu'il y a eu ce premier match à Milwaukee où on avait un roster un peu plus plein, mais Siakam avait des blessures en début de saison. Et en fait, je m'avance, mais je sais même pas s'il avait joué le premier match contre les Bucks. Mais c'est vraiment le match, pour moi, c'est vraiment Siakam que je vais attendre sur ce match. Parce qu'il a cette match-up face à Giannis. Siakam est devenu le leader Il avait joué 32 minutes avec 16 points, donc il n'avait pas un super impact et un pourcentage au shoot à 3 points de 30%. Après, et un 2 sur 7 à 2 points. Ouais, il avait marqué beaucoup au lancer. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment le joueur à suivre parce que va falloir qu'il trouve l'espace. Il sait qu'il va avoir Giannis et les intérieurs, tous les intérieurs de Milwaukee qui vont être en mission défensive sur lui. Tout le monde va essayer de le stopper. Et même si, du coup, ce serait très, très, très propre à Nick Nurse de sortir une dernière carte de son chapeau et qu'on ait un joueur inattendu qui prenne feu chez les Raptors, mais c'est vraiment Siakam que je vais regarder parce que j'attends beaucoup de lui et ce serait se mettre énormément en confiance si on part dans l'idée. Là actuellement on est deuxième de conf, donc mettons les Raptors vont jusqu'au final de l'Est, ce sera l'opposition hyper importante à regarder, donc vraiment le match de Siakam je l'attends avec beaucoup d'impatience. Moi, je vais avoir un œil sur Middleton qui, historiquement, contre les Raptors, si je me rappelle bien, l'année dernière en playoff, il avait vraiment été bien défendu et il n'avait pas été plus dangereux que ça. Donc, j'attends de voir le Middleton de cette année face à OG Anunoby et face aux rotations défensives des Raptors. Mais clairement, oui, ça sera de toute façon un des duels à suivre. Et voir comment les Raptors vont défendre Giannis sans Gasol qui avait vraiment joué un rôle très important dans la défense sur lui. Voir comment Rondé, comment Boucher vont... Mais ça va être compliqué. Hein. C'est sûr que ça va être compliqué. Moi, dans la NBA moderne, j'attends une chose. Dans le match contre les Bucks, c'est un duel entre Kyle Korver et Matt Thomas. Voir un petit peu qui va faire chauffer le panier, quoi. Nick Nurse c'est capable de nous sortir un Matt Thomas en plein match pour aller titiller un petit peu la ligne à 3 points. C'est sûr, de toute façon, Nick Nurse c'est un peu son truc, des fois nous sortir un gars du chapeau de ah bah tiens, il va aller jouer 3-4 minutes, et puis si le mec il rentre 2-3 points, bah, ça peut nous mettre facilement dans le match où on est une dizaine de points derrière. On sait très bien que les Bucks, c'est vraiment pas le truc qu'ils apprécient, être un peu sous pression. Ils aiment bien se rendre le match facile en creusant des gros écarts, en mettant des gros coups de pression. Et je pense que c'est pas forcément les matchs qu'ils préfèrent où l'équipe gratte un petit peu l'écart. Donc du coup mais Mathieu Thomas c'est un bon joueur. Après même des gars comme Boucher et tout, je pense que c'est des gars qui vont peut-être avoir une importance puisqu'on sait pas comment ça va se passer. Et étant donné que Gasol n'est pas là, dans tous les cas il va falloir que notre secteur intérieur durcisse parce qu'en face ils ont de la viande à mettre dans la raquette. Donc tout de suite il va falloir bouger un peu tout ça. Et puis surtout, pour revenir sur Matt Thomas, avec l'absence de Norman Powell,
Nick Nurse, c'est très probable qu'à un moment, comme tu disais Victor, il nous sorte un joueur offensif comme ça qui peut, en jouant 5 minutes en fin de deuxième quart, mettre 6 points, 7 points, comme ça on ne le voit pas venir, et c'est un joueur qui peut perturber très rapidement une défense adverse. Donc, alors après, Matt Thomas, ça reste un jeune joueur avec peu d'expérience, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'avec les bons systèmes de Nick Nurse, il se trouve une belle place en sortie d'écran, et que ça va, on l'a vu encore ce soir, hein, une fois qu'il a la main chaude, un 3 points, 2-3 points, et puis plus rien ne l'arrête. Hein, donc, Après, la défense des Bucks, c'est pas celle des Pacers. Mais non, je suis d'accord qu'un joueur comme ça peut vraiment apporter le spacing qui va être nécessaire face à cette défense des Bucks, mais personnellement, j'aurais préféré la création d'un Norman Powell, mais de toute façon, on peut pas, voilà, on gère pas les blessures. Mais ouais, ça va être intéressant. Je suis quand même assez content d'avoir Ibaka, qui est assez à l'aise à l'extérieur, loin du cercle, et il va d'ailleurs passer la plus grosse partie de son match loin du cercle avec Brook Lopez, mais non, moi je pense qu'on fait partie des équipes qui possèdent, on va dire globalement, les armes qui peuvent arrêter Milwaukee. Même si apparemment personne n'a trouvé la solution pour les arrêter cette année, mais si, les Suns. Effectivement. Mais non, de toute façon, Giannis n'est pas défendable, donc tu peux uniquement essayer de le limiter, de le gêner un petit peu, et ce qu'il faut, c'est absolument défendre correctement les autres. Parce que si Giannis plante 40 points mais que les autres ne mettent pas un panier, ça peut sentir bon, donc on verra. J'ai confiance en Nick Nurse, et on verra ce que ça va donner. C'est ça, et je pense que ce qui est encourageant, c'est vraiment la défense à 3 points de ces derniers temps et de la saison en général. On a vu que le All-Star Break a vraiment redonné de l'énergie à tout le monde. Vous allez l'entendre parler de la part de Chris Boucher dans les 4 questions que je lui ai posées. Il a dit que c'est vrai que ça les a vraiment relancés, c'était vraiment nécessaire. Je posais cette question à Serge Ibaka également, vous pouvez voir l'interview dans l'article qui paraîtra demain matin. Enfin, demain après-midi en France, pour ceux qui écoutent en France. Oui, donc la défense sur les 3 points des Raptors, je pense, sera vraiment décisive. Et si on arrive à être aussi agressif et à ce que tous les 3 points sont contestés, ça peut vraiment jouer un grand rôle. C'est comme dit Étienne, peut-être Giannis mettra ses 40, mais si on arrive à limiter les autres. Et encore que la dernière fois que Étienne a annoncé qu'un joueur devait nous en mettre 40 ou 87, je crois qu'il en a mis que 12, donc je le laisse annoncer 40 points de Giannis en espérant que... C'était pas Karl Anthony Towns. C'était Karl Anthony Towns, ouais. Déjà, Karl Anthony Towns, il a joué contre les Raptors, on n'avait ni Ibaka ni Gasol, donc il y avait grosse possibilité pour qu'il nous mette une tannée, mais bon, il a décidé de... C'est Rondé qui a mis 4 dans sa poche. Ouais, c'est vrai. Et pour finir, est-ce qu'on parle... Normalement, on devrait avoir le retour de Patrick McCaw. Est-ce qu'on le remet dans la... De toute façon, quoi qu'il en soit, il va revenir dans la rotation parce que c'est un des joueurs favoris de Nick Nurse, quoi qu'il en soit. C'est pas le mien. C'est pas le joueur favori de beaucoup de fans et de beaucoup de médias aussi, même pour les journalistes. Donc on verra quel impact il aura. Défensivement, il peut avoir un impact. Après, c'est en attaque que des fois ça peut poser un peu problème quand c'est lui qui est censé être le créateur. Donc à voir, moi je suis vraiment fan des dernières rotations mises en place par Nick Nurse, mais quoi qu'il en soit, on sait que Mako va retrouver sa place. Donc voilà, c'est un petit point d'interrogation, on verra. Et il est capable de sortir des gros matchs, hein. Il avait sorti un très gros match à Boston après le match de Noël. Donc voilà. Est-ce qu'on ajoute quelque chose ou est-ce qu'on a fini ? Je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. On va vous laisser sur ces belles paroles. On va vous laisser avec l'interview de Chris Boucher. Et podcast à retrouver partout. SoundCloud, Spotify, Chez votre marchand de journaux. YouTube. Voilà, sur l'Express de Toronto, sur les Twitter de Raptors France et Raptors Belgique. Et de Mikey YG. Voilà. Eh ben merci à tous et on se retrouve après le match des Bucks. Bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée pour ceux qui sont en Europe. Et let's go Raptors! Let's go Raptors! Serge, on voit l'équipe qui a beaucoup d'énergie depuis le retour du All-Star Break. À quel point ce break vous a été bénéficiaire? À quel point ça vous a aidé à être vraiment en jambes maintenant?
Ouais, c'est les vacances. Quand tu reviens, quand tu prends 2-3 jours, petites vacances, et tu reviens fraîche. Non? Je crois que c'est normal parce que la saison était longue, on a pris une petite vacance. Là, on est revenu. On sait que à ce moment-là, c'est très important pour nous, juste pour aller jusqu'au playoff. Donc, on doit être concentré et continuer à faire le taf. Thank you. Merci. On voit que l'équipe a beaucoup d'énergie depuis le retour du All-Star Break. Est-ce que toi, personnellement et collectivement, tu sens que ça a vraiment fait du bien ce break? Ouais, je pense qu'on a eu un bon début de saison, puis on avait besoin d'un break, alors ça nous aide à... Un break comme ça nous donne plus d'énergie, puis on sait qu'est-ce qu'on a à faire maintenant. Les playoffs s'en viennent, alors on se focus sur ça. Tu peux me parler de ton duo un petit peu avec Rondé? Vous êtes vraiment excellent ces derniers temps. Je sais pas d'où ça sort, mais bon, moi et lui, on a une dynamique. Je pense qu'on pense beaucoup défensivement, puis on peut s'aider beaucoup. Puis on se parle beaucoup aussi sur le banc. Alors, je pense que ça nous aide beaucoup. Est-ce que tu trouves une certaine complémentarité entre vous? Toi, tu es plutôt long, lui plutôt fort. Moi, je suis long et grand. Lui, we're talking about a combination that we have. Lui, il est fort un peu, puis plus petit. Alors, I guess, ça va bien tout ça ensemble. Et un petit dernier mot sur le match à venir face aux Bucks. Qu'est-ce qui va être la clé pour battre cette équipe? Le coach, juste avant, en conférence de presse, il disait limite qu'ils étaient boring parce qu'ils gagnent tout le temps de 20 points. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour venir à bout de cette équipe? Fermer la clé, puis essayer de les faire prendre le plus de shots contestés. Je pense que ça va nous aider. Ok, merci. Lowry for three. Bang! Oh!